Oui, c'est pas... Si, et la page de d'abord, c'est avec un micro. Ah, merci, d'accord. Chers amis, bienvenue à cette conférence de droit et commerce. Je remercie le président Patrick Sayer, président du tribunal des activités économiques de Paris, de nous accueillir à nouveau et d'avoir accepté, suivant un usage qui s'est bien établi désormais, d'introduire cette conférence en quelques mots qui, je l'ai compris, feraient date. Je sais pas. Merci, merci, cher Antoine Disbec. D'abord vous dire tout le plaisir que j'ai, comme d'habitude, d'accueillir droit et commerce, surtout quand le panel est de la qualité de celui de ce jour, où nous accueillons successivement Monsieur le professeur Cyril Nourrissa, agrégé des facultés de droit à l'université Jean Moulin à Lyon, Monsieur Julien Gosslager, avec lequel nous avons déjà beaucoup dialogué sur d'autres sujets. Je me souviens notamment du sujet de la réforme des nullités, et qui est le chef du bureau du droit des affaires à la direction, à la DSCS, la direction des affaires civiles et du Sceau, et Dieudonné Mpouki, qui est d'abord pour moi l'un de nos greffiers associés, mais également président d'Infogreffe. Je suis content d'arriver à l'heure parce que j'étais moi-même en visite et passé la journée avec le président du tribunal de commerce, qui est un TCS, président du tribunal de commerce de Dijon, et le train était à l'heure, ce qui m'a permis d'être à l'heure pour notre colloque. Euh, En deux mots, le sujet dont on va parler ce soir, c'est un sujet qui est essentiel, et c'est un sujet sur lequel je me suis moi-même, enfin, j'ai beaucoup réfléchi, non pas dans les fonctions que j'occupe actuellement de président du tribunal des activités économiques de Paris, mais en réalité dans les fonctions que j'ai occupées antérieurement, puisque je me suis occupé d'une société d'investissement, mais je me suis surtout occupé de la présidence de l'association française, elle s'appelait à l'époque l'AFIC, maintenant elle s'appelle France Invest, qui était l'association française des fonds et sociétés d'investissement. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me suis beaucoup, beaucoup interrogé sur l'incapacité de notre vieux continent de développer des licornes. On en a à profusion aux États-Unis, on en a maintenant également, au-delà des licornes, euh, euh, des entreprises de la taille de Microsoft, de Google, etc. On en a à profusion en Chine, on en a en réalité très peu en Europe. On peut penser à SAP, on peut penser à Dassault Systèmes, mais je dis, elles se comptent vraiment plus sur les doigts d'une main que sur les doigts des deux mains. Et l'une des raisons euh, qui est derrière tout ça, c'est le fait que notre Europe, qu'on dit faite, dont certains ne veulent plus, elle est en réalité très loin d'être faite. Et lorsque vous prenez la vie d'une start-up aussi brillante soit-elle, j'avais souvent constaté qu'on réussit en France, on essaye de réussir dans un pays qui est de culture similaire, on peut penser à l'Espagne, on peut penser à l'Italie, et puis dès qu'on sort, tout en croyant qu'on va faire la même chose, l'environnement est en réalité différent, de sorte que après avoir avancé d'une case, on peut très bien, parce qu'on se casse la figure sur un marché plus important, reculer de deux ou trois cases. Et il est donc absolument essentiel, et en tant qu'Européens, si tant est que dans cette salle il y ait d'autres Européens convaincus, on ne s'en sortira pas, absolument persuadé, si on ne va pas beaucoup plus loin dans la simplification, pas simplement de notre droit, mais dans la simplification ou l'atténuation des différences qu'on peut avoir avec nos collègues européens. Et lorsqu'une directive, comme la directive 2025-25, sort et avec la vocation de donner d'une certaine manière les outils d'une meilleure lisibilité entre les informations d'un pays et les informations d'une autre,
et puis des principes assez forts comme, je ne sais plus comment il s'appelle, le principe on ne demande pas deux fois la même chose. Euh, je sais pas pour ça, le fameux principe d'une fois pour toutes. Euh, on fait gagner du temps aux entreprises, on fait gagner du temps aux entrepreneurs, et on peut aller plus vite dans cette construction de sociétés de taille européenne dont on a tant besoin si on veut réellement construire des emplois, générer des emplois significatifs sur notre vieux continent. À une condition, à une condition, c'est que ce que on ferait de bien sur un plan européen, ça ne se soit pas, ça ne soit pas défait par de mauvaises mesures nationales. Euh, et il arrive, malheureusement, trop souvent, de mauvaises mesures soient prises. Je n'ai pas, en tant que président d'une juridiction, à m'insurger contre le législateur. Ça serait très malvenu de le faire. Mais on a eu un débat tout à fait récent sur la publication des privilèges, qui est un instrument essentiel, non seulement de sécurité juridique des échanges, mais dans la prévention des difficultés des entreprises, et aussi parce que ça représente euh, un, un indice de l'état de cessation de l'État, et puis surtout de la date de cessation des paiements. Et pour une raison que je crois de strictement budgétaire, mais en réalité, en regardant à très court terme, on a un texte un peu malheureux qui est sur le point d'être de passer, ce que je ne peux que regretter, et on a tout fait pour avec avec d'ailleurs le ministère de la Justice, on a tout fait pour que ça ne soit pas le cas, mais l'arbitrage a été ainsi rendu. Ce n'est pas le sujet de ce soir, pardonnez-moi, mais c'est un tout petit mouvement d'humeur. Le sujet de ce soir, c'est ce qui est positif et ce qui est en train de se construire. Euh, cette euh, cette directive 2025-25 a 2 ans pour se transcrire dans le droit positif, faute de quoi, vous connaissez la sanction mécanique en cas de non-transposition des directives. Donc, mon voisin de gauche a encore un peu de temps pour y travailler. Mais place aux hommes de l'art. Je ne sais pas qui prend la parole en premier, c'est vous, monsieur le professeur, qui allez tout nous dire sur la directive 2025-25. Merci, évidemment. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, chers maîtres, chers collègues, Mesdames, Messieurs, la directive 2025-25 sur l'extension et l'amélioration de l'utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés, directive du 19 décembre 2024, cette directive qui nous réunit ce soir n'a jusque-là retenu l'attention que de quelques rares spécialistes, et certains sont d'ailleurs dans la salle. Ce texte, vous venez de le rappeler, devra être transposé en droit interne au plus tard le 31 juillet 2027 pour une entrée en application au 31 juillet 2028. Et ce texte pourrait, de prime abord, paraître avant tout technique, si ce n'est technologique. La dématérialisation des procédures, des processus intéressant les sociétés de capitaux, les sociétés de personnes, mais aussi, on y reviendra, les groupes de sociétés au sein de l'Union européenne. Et je crois qu'il faut savoir être gré à droit et commerce d'avoir compris que cette directive offre en réalité des perspectives qui sont dignes d'intérêt, tant par les principes qu'elle porte que par les finalités qu'elle affiche, et qu'elle dessine des évolutions qui vont impacter, vous me pardonnerez le néologisme, qui vont impacter la vie des sociétés et aussi la vie de leurs conseils dans les mois à venir. Alors mon bref propos introductif va se borner à présenter les grandes lignes de cette directive, la présenter à ceux d'entre vous qui n'ont pas pu ou n'ont pas su trouver un petit peu de temps ce week-end pour lire un texte qui est un texte d'une trentaine de pages, qui est relativement limité, annexes comprises, une quarantaine de considérants et 5 articles, mais 5 articles d'une très grande densité.
et souligner ainsi que la transposition à intervenir s'inscrira entre contraintes et opportunités, et les différentes interventions qui vont suivre permettront, j'en suis certain, d'éclairer cet aspect. Alors, à titre général, la directive de 2025 répond à deux objectifs, et ce, au moyen de la consécration de deux principes. Mais avant d'évoquer ces objectifs, ces principes, une observation préalable cependant. La directive s'inscrit dans un continuum. Elle s'inscrit dans un continuum qui est celui de la numérisation du droit des sociétés, qui a été inauguré par l'Union européenne, notamment avec une directive du 20 juin 2019. Et cette directive rejoint un chantier beaucoup plus général, beaucoup plus vaste, au niveau européen, que l'on a intitulé, l'Union européenne a parfois le talent pour trouver des intitulés, boussole numérique pour 2030. Bien, cette directive participe de cette boussole numérique pour 2030, sauf à observer ici que ce plan, à l'horizon 2030, le 19 novembre dernier, a fait l'objet d'une annonce de remaniement à la faveur de la présentation d'un paquet que, là aussi, l'Union européenne appelle un paquet omnibus et qui vise à simplifier ce qui serait déjà un exercice de simplification. Simplification sur simplification ne vaut peut-être, ça sera peut-être là aussi un sujet dans nos discussions à intervenir. Tout ceci rejoignant d'ailleurs une communication de la Commission européenne, elle aussi du 20 novembre, qui s'intitule Justice digitale pour 2030 et qui vient compléter une première communication qui était d'ailleurs visée expressément par la directive de 2025 qui nous intéresse aujourd'hui. Deux objectifs. Premier objectif, c'est tout d'abord, vous venez de le dire, Monsieur le Président, la simplification des charges administratives qui pèsent sur les entreprises. Et l'ambition est de permettre à ces entreprises, et en particulier aux PME et aux ETI, de franchir plus facilement les obstacles qu'elles rencontrent dans leur développement sur le marché unique. Deux exemples ponctuels à la lecture de cette directive. Cette directive va insérer dans une autre directive, celle de 2017, un article 16 quinquies qui prévoit désormais une dispense de légalisation ou de sa forme simplifiée qui est l'apostille pour un certain nombre d'actes et documents nécessaires aux sociétés, nécessaires à la vie des sociétés et qui sont énumérés par la directive. Toujours dans une logique de dispense, un article 16 octies vient donner lieu à une déclaration de principe sur la dispense de traduction des copies ou des extraits d'actes ou encore des statuts. Mais, je le souligne, il s'agit là d'une déclaration de principe puisque, de manière un peu étonnante, la directive se borne, et je la cite, à souligner que les États membres s'efforcent, je dis bien s'efforcent, de ne plus exiger la traduction et, s'agissant des traductions certifiées conformes, à ne plus les exiger, sauf s'il s'agit, par exemple, de satisfaire à des obligations de publicité ou alors lorsque le document doit être présenté dans une procédure judiciaire. Mais pour autant que tout ceci soit strictement nécessaire, je crois incontestablement que ces deux dispositions s'annoncent comme un gain de temps, mais aussi un gain d'argent pour les sociétés et pour le Conseil. Le second objectif de la directive, c'est celui d'une transparence accrue pour les informations sociétaires, ce qui passe par l'accès du public à un plus grand nombre d'informations pour lesquelles les maîtres mots avancés par le texte sont fiabilité et actualité. Alors j'observe, pour ne plus y revenir, que l'on rejoint là un mouvement plus général de transparence, notamment à la lumière d'exigences qui sont portées peut-être de manière contradictoire, par le RGPD ou même par la Charte des droits fondamentaux. Un mouvement qui est, par exemple, au cœur, vous le savez, du 6e paquet de lutte contre le blanchiment d'argent de 2024, dont la traduction dans le Code monétaire et financier est désormais annoncée par ordonnance, ensuite
du projet de loi du 10 novembre dernier. Nul doute ici que des questions complexes d'articulation entre des injonctions qui peuvent paraître parfois contradictoires, bien que ces questions complexes vont se poser à nos rédacteurs de textes, à nos rédacteurs nationaux. Deux objectifs donc et deux principes. D'une part, et vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, le principe dit du une fois pour toutes, appelé encore en bon français once only principle. Comme l'indique le considérant 12 de la directive, ce principe, et je cite, suppose que des sociétés ne soient pas tenues de soumettre plus d'une fois les mêmes informations aux autorités publiques. Par exemple, lorsque des sociétés créent une filiale dans un autre État membre, poursuit le considérant, elles ne devraient pas être tenues de soumettre une nouvelle fois les actes ou informations relatifs à l'existence, à l'immatriculation de la société fondatrice. Ou encore, une autorité, un organe ou une personne qui devrait d'abord accéder directement aux informations qui sont mises à la disposition du public au moyen d'un système d'information, d'un système d'interconnexion des registres, et ce, par l'intermédiaire d'un portail. Chacun mesure ici le défi pratique qui se présente et qui se présente en particulier dans un pays comme la France où, vous le savez tous, la culture du contrôle est particulièrement développée, à rebours donc de la logique de confiance mutuelle qui préside à cette directive. Second principe, c'est le principe dit du numérique par défaut. Principe du numérique par défaut qui signifie que les solutions numériques doivent désormais être le choix par défaut si l'on veut que les outils instaurés atteignent leur objectif. Ce qui ne fera pas appel à des solutions numériques doit alors être expliqué et surtout justifié. Et on en trouve de très nombreuses traces dans le texte de la directive. J'en prends un exemple. Un exemple à propos du certificat d'entreprise de l'Union européenne, dont on va parler abondamment, certificat d'entreprise qui va énumérer un certain nombre de règles particulières lorsque l'entreprise entend non pas obtenir le certificat numérique, mais le certificat papier. La conséquence immédiate, c'est que le certificat numérique qui, lui, est postulé être gratuit, le certificat papier sera, lui, nécessairement payant, où l'on voit qu'effectivement, le numérique, par défaut, tend à prévaloir. Sauf à souligner ici que c'est peut-être faire un petit peu rapidement lit de la réalité de la fracture numérique et réalité de la diagonale du vide que nous connaissons en France, toutes réalités qui ne peuvent pas être passées sous silence. Deux principes, deux objectifs. À titre particulier, maintenant, dans cette directive. Cette directive va instaurer un certain nombre d'instruments uniformes pour le marché européen. Uniformes qui illustrent ici, on ne peut mieux, le choix méthodologique d'une approche matérielle et non pas d'une approche conflictuelle au sens du droit international privé. Une approche matérielle, une approche uniforme pour régler des situations qui sont marquées par un élément d'extranéité qui est incarné par le franchissement de la frontière. C'est peut-être là l'une de ces étapes attendues de ce qu'on appelle le 28e régime et dont nous parlerons là aussi dans quelques instants. Il importe de préciser ici que ces instruments ont donc été conçus selon cette logique uniforme. Mais avant de les évoquer, une précision sur le champ personnel et sur le champ matériel de la directive. Au titre du champ personnel, on rappellera que les sociétés qui sont visées par l'annexe de la directive de 2017 sont déjà la société anonyme, la société en commandite par action, la SARL, la SAS. On comprend que ce sont là donc les sociétés de capitaux, si tant est qu'on puisse qualifier la SARL de société de capitaux. La directive de 2025 va allonger cette liste au profit de sociétés de personnes comme la SNC ou la société en commandite simple.
Sur le champ matériel, alors que la directive de 2019 avait permis d'utiliser les outils numériques en matière de constitution, d'immatriculation de succursales ou encore d'action, d'information dans les registres, la directive de 2025 va s'attacher, elle, à l'immatriculation ou à la fermeture de succursales, aux transformations sociétaires, aux fusions, aux scissions transfrontalières. D'où, je le répète, ces champs définis, deux instruments en particulier qui sont créés. Premier, c'est l'instauration d'un certificat d'entreprise. Ce certificat d'entreprise, c'est la véritable carte d'identité numérique, je l'ai dit, carte d'identité numérique des sociétés qui sera délivrée par les registres nationaux et devra être acceptée, je cite la directive, dans tous les États membres comme une preuve suffisante. D'où l'achèvement du chantier de l'interconnexion des registres des sociétés nationaux, et BRIS va devenir l'outil central. Le président Mbouki évoquera bien évidemment le rôle tout particulier d'Infogreffe en la matière. Ce certificat comprend différentes informations relatives à l'entreprise et sera disponible dans les différentes langues officielles de l'Union européenne. D'ailleurs, un modèle sera mis à disposition par la Commission européenne. On voit ici se profiler une uniformisation des informations relatives aux entreprises au niveau européen. Et ce certificat permettra donc de prouver dans tout État membre, dans la constitution de la société, que les informations qui figurent, dénomination, siège social, forme, capital, durée, personne habilitée à représenter cette entité. Selon une logique qui a déjà été éprouvée dans d'autres instruments, et je pense en particulier au certificat successoral européen, le certificat d'entreprise est obligatoire, mais subsidiaire. Il ne remplacera pas les extraits et certificats nationaux, mais devra être, et je cite, reconnu dans tous les États membres, sans que les autorités d'accueil ne soient autorisées à vérifier les informations contenues. Ces autorités pourront cependant refuser le certificat s'il existe des doutes sérieux quant à sa provenance ou à son authenticité. Et en évoquant l'authenticité, c'est alors faire le lien avec le second instrument promu par cette directive. Ce second instrument, c'est la création d'une procuration numérique authentique, multilingue, afin de permettre à de représenter l'entreprise dans toutes ses activités juridiques dans les États membres avec un objet et un objet bien définis. La constitution de société, l'immatriculation ou la fermeture de succursales, les transformations, les fusions, les scissions transfrontalières. Cette procuration, elle va devoir permettre de savoir qui est le mandataire social, s'il est autorisé à représenter la société, quelle est l'étendue des pouvoirs qui sont les siens. Alors là encore, un modèle est attendu de la Commission européenne, mais avec une nuance, puisque cette procuration numérique authentique devra se conformer aux exigences des dispositions nationales pertinentes, avec diverses vérifications tenant à l'identité, tenant à la capacité juridique, vérifications qui devront être réalisées, nous dit la directive, par un tribunal, par un notaire ou par une autorité désignée par l'État. Enfin, comme son nom l'indique, cette procuration sera authentique et là encore en lien avec les dispositions pertinentes. Alors en définitive, et pour respecter le temps de parole que je m'étais donné, en définitive, l'on soulignera que ces différentes innovations en termes de simplification, de transparence, ne sont rien sans une série de prévisions dont l'objet est d'assurer la fiabilité des informations, la fiabilité des instruments. Et cette fiabilité, elle passe à la fois par des contrôles préventifs, mais aussi par un contrôle de légalité qui est instauré par la directive. Et le tout est assorti de sanctions, sanctions dont la directive se borne à nous dire que pour les États, elles devront être effectives, proportionnées et dissuasives.
Alors, faute de temps, je ne vais pas évoquer en détail ces sanctions, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais simplement, au travers de ces sanctions, souligner un point. La nécessité de s'interroger sur le moyen d'atteindre, j'allais dire, le juste équilibre entre les enjeux dont on a vu qu'ils sont largement susceptibles de s'entrechoquer. Alors, cette rapide présentation menée, nous avons fait le choix, avec deux autres intervenants, de scander cette manifestation en 3 temps, non pas en 2 temps, mais en 3 temps, comme quoi on peut faire parfois preuve d'une certaine originalité. 3 temps, d'où vient cette directive, quel en est l'esprit, quel en est l'objet. Je céderai naturellement la parole aux deux autres intervenants. Puis, quels sont les enjeux, les difficultés, les contraintes liées à la transposition de cette directive à venir. Et enfin, mais j'allais dire, c'est quasiment le sens du propos qui a été le vôtre, Monsieur le Président, quelles sont les perspectives qui s'ouvrent en matière de numérisation en droit des sociétés, mais peut-être largement au-delà, en matière de droit européen des sociétés. Premier point de notre soirée, d'où vient cette directive? Et je vais peut-être tout de suite passer la parole à Monsieur Julien Gozlager, qui a la caractéristique d'avoir participé à la négociation de la directive, en tout cas d'avoir suivi les travaux en la matière et qui pourra, j'en suis certain, nous apporter un regard parfaitement éclairant sur cette préparation de la directive. Je vous remercie, monsieur le professeur, monsieur le président. Je vous remercie tout d'abord pour cette invitation qui m'honore et qui honore le ministère de la Justice. Vous avez indiqué que j'avais participé aux négociations. Alors, mon service a participé aux négociations. Je ne suis que le modeste représentant de ce bureau qui a une antériorité qui est bien supérieure à la mienne. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, si j'ose dire, dès votre premier propos, puisque le mien consistait à indiquer que cette directive, effectivement, s'inscrit dans un continuum. Je crois que c'est l'analyse principale qu'on peut faire de ce texte. J'allais vous les citer tous, mais je pense que je vous les épargnerai à cette heure-là. Avant la directive de 2019, tout de même, il y avait celle de 2003 qui a initié je dirais, le mouvement de l'Union européenne vers l'informatisation. Je peux quand même dire un mot des sources, disons, matérielles de cette directive, ainsi que des autres, qui sont des travaux qui sont menés par la Commission de façon, sinon permanente, tout au moins régulière, au sein d'un groupe d'experts, l'ICLEG, le groupe informel sur le droit des sociétés, auquel participent les États membres et auquel participe notre service. Et des travaux de ce groupe, des différents rapports qui sont du reste publics, des travaux de ce groupe sont issus les différentes propositions qui ont prospéré, ou pas d'ailleurs, selon les différents textes qui ont été en négociation. Les principes qui gouvernent la directive aujourd'hui, vous les avez rappelés. Il y a également un continuum des logiques de la dématérialisation que je vais m'efforcer de rappeler et auquel je vais apporter une autre lecture, si vous le permettez. Les objectifs, vous les avez rappelés, il s'agit de renforcer la transparence et la confiance de l'environnement des entreprises au sein du marché commun et de réduire la charge administrative des sociétés, en particulier dans les petites entreprises. On peut lire ces deux objectifs de façon économique, de la façon suivante. Il s'agit de réduire le coût de l'information en matière économique et financière et d'élever la qualité de l'information en matière économique et financière. Réduire les coûts, élever la qualité. C'est une logique de gestion, hein, mais qui va s'en plaindre ici. Réduire le coût de l'information financière, c'est réduire le coût de l'accès à l'information, d'une part, et réduire le coût de la production de l'information pour les entreprises. Réduire le coût de l'information
pour les parties prenantes, c'est tout d'abord augmenter l'information accessible. Plus l'information est accessible, moins il est coûteux de cela procurer. Et c'est je dirais cette orientation que vous avez évoquée, monsieur le professeur, une augmentation du champ à la fois matériel et personnel des informations auxquelles sont astreintes, sont assujetties les sociétés. Donc les informations sur les sociétés de personnes, désormais, des informations sur les succursales des pays tiers, l'identité de l'associé unique et des informations relatives au groupe. On se permettra un mot là-dessus, puisque c'est une question qui est demeurée relativement modestement étudiée lors des négociations et qui pourrait se révéler avoir des incidences sans doute importantes. Réduire le coût de la production de l'information pour les entreprises, ça consiste à éviter les redondances, en réalité. Si vous devez produire 2 fois une information, c'est plus coûteux que la produire une seule fois. Le principe, once only, une fois pour toutes. Avec, vous l'avez rappelé, ça c'est le principe, les applications sont les exemptions de légalisation de l'apostille et les exemptions en matière de traduction qui seront un point matériellement nodal de la transposition, enfin de l'équilibre qui va être trouvé, mais qui ne sera pas le plus simple. Les outils, vous les avez rappelés également, le certificat d'entreprise harmonisé et la procuration numérique. Élever la qualité de l'information financière, ça passe par l'élévation de la confiance dans cette information, par des contrôles préventifs, vous l'avez rappelé, qui sont désormais obligatoires, des obligations de mise à jour plus contraintes, elles existaient déjà, et des sanctions qui ont été très légèrement étendues, mais compte tenu du nombre d'obligations qui a progressé, on peut dire que le domaine des sanctions lui-même a également augmenté. Pour achever ce premier propos, un mot sur la numérisation. Vous avez pu observer qu'à la fois dans le propos de monsieur le professeur et le mien, la dimension technique, technologique, si vous voulez, disparaissait volontiers vers les dimensions plus substantielles de publicité légale. Cette directive, comme celle qui la précède, est un véritable texte sur la publicité légale dissimulé sous une forme de modernisme qui est celui de l'outil numérique. Néanmoins, l'outil numérique pose malgré tout une question qui est celle du changement de degré ou du changement de nature. À quel stade de la technologie est-ce qu'on dépasse le statut d'outil pour passer à un enjeu plus structurant? La question de la publicité légale, c'est une question aussi vieille que celle du droit, en réalité. Historiquement, c'était le rite public, les sonalités en droit romain, c'est une forme de publicité. Via la divinité, ça reste une forme de publicité. Les bancs, les bannis de la coutume de Bretagne, avec la proclamation d'une situation juridique, d'un contrat. L'efficacité du rite public, c'est qu'il touche toute la communauté. Son problème, c'est qu'il dure pas très longtemps. À l'époque moderne, ce sont les registres. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît mieux, les registres. C'est efficace parce que les registres permettent de conserver de façon permanente l'information documentée. Le problème du registre, c'est comment l'organiser et comment le consulter. Oui, vous avez une information disponible, mais où la trouver? Les technologies numériques ont une efficacité qui est que l'accessibilité n'est pas discriminante. Vous pouvez accéder à une information via l'outil informatique sur l'ensemble du registre, et cette information est permanente. Information accessible sans discrimination et de façon permanente, c'est ça la logique dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui, et c'est cette logique qui est susceptible à la fois de proposer des opportunités, mais également de susciter des contraintes ou des obstacles. Deuxième observation sur la numérisation, il est probablement plus habituel, en tout cas
il émerge de façon plus habituelle dans les réflexions collectives. Le numérique pose la question de l'enjeu de la présence physique, de l'enjeu du document physique et, in fine, de l'enjeu de la matérialisation physique d'une réalité juridique. Ai-je besoin d'avoir une personne devant moi? Ai-je besoin d'avoir un document devant moi? Qu'ai-je besoin d'avoir de façon matérielle en face de moi? Cette directive, elle apporte dans les détails un certain nombre de réponses à ces questions. Je n'ai plus besoin d'avoir une personne devant moi, mais peut-être que j'en aurai besoin pour vérifier des mécanismes, des éventuelles fraudes. En tout cas, ce que cette directive vous dit, elle acte le fait que, principe, c'est que je n'ai plus besoin d'avoir une personne devant moi pour immatriculer une société, pour faire une modification au sein de la société. Ces réflexions sur la nécessité du support physique, du double matériel, je vous propose qu'on les examine dans un deuxième temps de la réflexion à partir des questions autour de l'extension du champ matériel de cette directive. Et je passe bien sûr la parole à mon voisin, ainsi que le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, monsieur le Président, Monsieur le Professeur, et merci pour cette invitation qui me permet de revenir un peu dans cette salle. Je suis souvent soit dans le bureau, troisième étage, où je vois pas le Président, et le Président Clément, où je suis à Vincennes plutôt en tant que président d'Inforef, où il y a le siège. Merci pour cette invitation et puis de me permettre de m'exprimer sur cette directive qui, en le parcourant, en préparant je dirais, cette intervention m'a rappelé la force du registre du commerce et des sociétés et des évolutions qui ont pu être réalisées déjà en France. Le président, effectivement, vous rappelez un peu tout à l'heure, on fait des avancées, deux avancées. Après, quand on se retrouve au niveau parfois européen, on est obligé parfois de faire une marche arrière, c'est compliqué. Mais là, en matière de registre du commerce et des sociétés, je pense l'expérience, parce que bon, j'ai commencé en tant que contrôleur du registre du commerce et des sociétés, quand je suis arrivé il y a quelques années maintenant. En France, les objectifs qui sont rappelés dans cette directive sont déjà en œuvre. C'est pas une première. Le contrôle préventif, le contrôle de légalité, de conformité, le contrôle de police que nous appelons dorénavant, parce que nos missions, nos prérogatives ont été renforcées en matière de contrôle des immatriculations. Ça date de plusieurs décennies. Donc, ça a été rappelé dans la directive, mais pour nous, c'est une réalité. Ça, c'est la première observation. Parce que en France, effectivement, ce sont les greffiers, officiers publics et ministériels qui ont cette responsabilité de contrôler la régularité sous leur responsabilité des demandes d'inscription des entreprises avant d'immatriculer une société. Et ce contrôle aussi, c'est un contrôle de permanence comme il est rappelé dans les textes. Donc, au moment de l'immatriculation, et pendant toute la durée de la vie de l'entreprise, les greffiers ont cette mission de contrôler en permanence la fiabilité de l'information. Je pense que ce qui est fondamental aujourd'hui, alors c'est là où je me dis c'est peut-être pas forcément l'accès à l'information qui pose problème aujourd'hui, parce que l'information aujourd'hui on le retrouve un peu partout, soit on l'appelle open data, soit on peut le retrouver sur Internet, sur différents sites, mais en tout cas le registre des sociétés en France est ouvert et l'information est accessible à différents niveaux. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est la numérisation par la numérisation, mais notre profession, le droit français aussi, le droit des sociétés notamment en matière de registre du commerce, la numérisation, c'est une réalité depuis fort longtemps. On avait initié la numérisation, la dématérialisation des inscriptions dans ce tribunal en 2001. Il a fallu attendre 2007 avec le décret, je crois, de Renaud Dutray, qui était secrétaire d'État au PME à l'époque, qui avait publié les textes et qui permettaient l'immatriculation en ligne de bout en bout. Ça date de 2007. Donc pour nous, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe déjà. Donc en France, on immatricule les entreprises en ligne de bout en bout. J'insiste là-dessus. Et il a fallu attendre 10 ans pour que le registre de commerce et de sociétés français interagissent avec les autres registres européens, avec BRIS. Donc l'interconnexion de registres, vous l'avez rappelé, monsieur le professeur. Ça, c'est effectivement les directives en 2000.
2017, les pouvoirs publics, parce que chaque État membre devrait désigner l'organe qui devait assurer cette interconnexion. En France, les pouvoirs publics avaient choisi Infogreffe pour assurer cette interconnexion. Donc aujourd'hui, ça existe. Vous allez sur la plateforme Infogreffe, un module qui permet de vérifier l'existence des entreprises dans l'espace européen. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est effectivement c'est l'extension, c'est le société de capitaux. Désormais, on aura, c'est 2027-2028, quand tout sera mis en œuvre, les sociétés de personnes qui aujourd'hui, effectivement, ne font pas partie des sociétés qui peuvent être consultées via cette brique d'information. Le contrôle, la nouveauté, vous l'avez rappelé aussi, le certificat unique d'entreprise, ça c'est une grande innovation, effectivement. Je dirais c'est ce que nous avons en France, l'extrait d'immatriculation, que d'autres États aussi délivrent, c'est l'extrait CABIS. Et cette fois-ci, on va devoir le délivrer au niveau européen. Ça, c'est une innovation très importante parce qu'au quotidien, nous sommes confrontés à ces difficultés-là. Lorsque vous créez une succursale d'une société allemande ou belge, vous êtes tenu d'exiger un certain nombre de documents, notamment les statuts de la société mère. Vous avez besoin de justifier l'existence de l'entreprise, l'extrait d'immatriculation. Euh, Par contre, on verra tout à l'heure aussi, probablement, parce qu'on a déjà eu quand même des cas difficiles ici, que j'ai eu à contrôler, la demande de création d'une succursale d'une société anglaise, euh, sur insistance du conseil, qui ne produisait pas l'extrait, qui justifiait l'existence de l'entreprise juste avec les statuts. Mais le texte français exige de justifier l'existence légale, produisant l'extrait. Et là, on était confronté à une situation où effectivement, l'extrait n'existait pas parce que la société n'existait pas. Donc, ça, c'est des sujets, on va devoir, quand on saura le moment venu, les textes seront mis en œuvre. La confiance mutuelle, ça, c'est un élément fondamental aussi de ces textes. Et nous devons veiller à ce qu'effectivement, cette confiance-là se base sur des informations telles que c'est prévu dans la directive, s'assurer que tous les États, notamment en ce qui concerne le certificat, puisque demain, ce certificat sera délivré via BRIS, donc l'interconnexion de registres, ce qui voudra dire qu'on n'aura plus à faire des contrôles comme nous opérons aujourd'hui. Donc la confiance mutuelle sera un des éléments fondamentaux de ce qui est en train d'être mis en place. La procuration numérique aussi, une belle innovation en termes de simplification. Euh, Après simplification, comme le disait aussi le président Sayer, c'est que je préfère plutôt parfois le terme d'atténuation des différences que de simplification. Parce que derrière simplification, on sait très bien ce qui se passe après. Ça se traduit par des complications. Ça, c'est un autre sujet. Peut-être on en parlera après. L'atténuation des différences, parce que on arrive quand même à trouver l'harmonisation d'un certain nombre de registres au niveau européen. La problématique sera au niveau de la fiabilité et la confiance mutuelle entre les registres. Ça sera le point fondamental. Nous veillerons en tout cas avec les pouvoirs publics lors de la transposition en droit français. Parle de modernité. Bien, merci beaucoup pour ces premiers propos consacrés donc finalement à la genèse de ce texte, ce qu'il y a. Et deuxième temps, ce sont les perspectives, les enjeux de la transposition. Vous l'avez compris, nous avons un petit peu plus de 18 mois devant nous pour rendre réalité dans notre droit interne les principes, les objectifs fixés par la directive, que ce soit les nouveaux instruments dont on a parlé, les objectifs, plus généralement, la mise en place de cette dématérialisation dans tous ces aspects. Alors l'idée ici, c'était de partager le regard de nos deux intervenants sur cette phase qui s'ouvre. Alors bien sûr, exercice extrêmement délicat pour Monsieur Gauthier. Je vais faire le disclaiming moi-même parce qu'il ne peut évidemment pas évoquer tous les éléments et les avancées de réflexion en la matière. Mais je crois que c'était surtout, c'est comme ça que ce temps a été vu, d'insister sur un certain nombre d'enjeux et de faire que l'exercice de transposition soit
pour le coup, l'occasion de saisir les fameuses opportunités qu'offre ce texte qui est de la directive. Donc, on va aborder ces différents aspects et je vais immédiatement repasser la parole à Monsieur Gosdavier. Je vous remercie. Alors, la première chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à m'interrompre quand j'aurai dépassé le temps qui me sera imparti, parce que tout naturellement, il y a beaucoup plus de choses à dire que vous le savez. Euh, j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui deux optiques, c'est-à-dire de passer, si j'ose dire, par la bande de cette directive, c'est-à-dire pas par les éléments qui sont présentés d'habitude comme sa carte d'identité. Euh, ces deux éléments, ces deux éléments intéressent le champ d'application, c'est-à-dire l'extension aux sociétés de personnes, et la nature des informations, c'est-à-dire la question des groupes. Et pourquoi ces deux choix? En particulier, pourquoi le premier? Pourquoi cette question des sociétés de personnes, alors qu'elle est finalement elle pourrait apparaître anecdotique au regard du nombre de sociétés concernées. Après tout, les sociétés en commandite simples et les sociétés en nom aujourd'hui ne constituent qu'une faible partie des sociétés commerciales et de toutes les sociétés immatriculées. Pourquoi? Parce que en réalité, on commence à couvrir un certain nombre de formes sociales et que la question qui va se poser lors de la transposition, c'est est-ce que le régime français, ça va être un régime le régime français de publicité légale, qui va être un régime qui va être intégralement aligné sur les exigences européennes, ou est-ce que les exigences européennes seront circonscrites aux formes sociales visées et non applicables aux autres formes sociales, je pense en particulier à la société civile. Mais je pense également à une autre de ces, j'ose pas dire, entités, une autre de ces situations dans lesquelles on est obligé de s'immatriculer au registre des sociétés, c'est lorsqu'on est individuel. Autrement dit, la question qui se pose aux autorités de transposition qui ont à traiter un grand nombre de situations, c'est est-ce qu'on crée un régime unique ou est-ce qu'on crée un régime spécial Union européenne? Jusqu'ici, la question, lorsqu'elle s'est posée, il a été répondu à cette question avec, je dirais, des exceptions qui se voient pas très bien dans la loi française, mais lorsqu'elle se voit, c'est toujours traité de façon exceptionnelle. Et la SA, pour ce qui est des règles relatives à l'annexe 1, je ne sais pas si vous êtes familier de la directive 2017-1132, mais jusqu'alors, il y avait deux annexes, une annexe qui concerne que la SA, donc il y a des règles qui ne s'appliquent que à la SA, une annexe par exemple, les règles relatives au contenu des statuts, des règles relatives à la publicité légale qui s'appliquent aux SA, SAS, SARL et sociétés en commandite par action, et désormais les autres sociétés commerciales, sociétés de personnes, ce qui commence à faire beaucoup. Donc, est-ce qu'on uniformise le régime ou pas? Pour se poser cette question, j'ai choisi de l'anglais sous un angle qui a été, je dirais, qui fait l'objet de tout l'intérêt de ce ministère et de notre ministre, qui est celui des données personnelles et de la révélation des données personnelles via les registres et l'open data. Depuis la directive de 2019, il est possible, c'est une option, il est possible de faire figurer dans BRIS les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple. Et parmi les informations qui doivent figurer, qui sont susceptibles de figurer, la publication du nom des personnes responsables des dettes sociales et le siège social. C'était une option, c'est désormais une obligation. Quel est le problème? Le problème, jusqu'à la loi Pacte et l'open data, c'est-à-dire l'irruption du numérique comme fait,
on n'en avait pas une conscience, on n'avait pas nécessairement une conscience claire, mais il s'est révélé de façon éminente ces derniers mois. La situation est la suivante. Qu'advient-il quand une personne exposée est tenue de révéler, soit directement, soit indirectement, son adresse à raison des obligations de publicité légale qui pèsent sur elle? Les règles de droit interne l'obligent à révéler un certain nombre d'informations. Et même si un décret a été pris à l'initiative de la chancellerie cet été, hein, en août 2024, il est loin de couvrir l'ensemble des situations à risque. Et en particulier, il y a une situation à risque qui a été portée à notre attention, c'est la situation dans laquelle une personne qui n'est pas obligée de révéler son adresse personnelle a domicilié sa société à son adresse personnelle. Or, elle est tenue de révéler l'adresse de son siège social. Ou plus précisément, elle est tenue de révéler son siège social. C'est une obligation qui figure dans la directive 2017-1132. C'est une obligation qui s'applique aux sociétés par action et qui désormais s'appliquera aux sociétés de personnes. Quel équilibre serons-nous en mesure de trouver dans le cadre de cette transposition, puisque dès lors qu'on va toucher aux règles de la publicité légale, on est désormais dans le cadre de la transposition, du seul fait qu'il existe une directive. Quel équilibre va-t-on trouver? Alors, voici quelques éléments de réflexion à partir du droit de l'Union et du droit français. Tout d'abord, l'exposition d'une information, d'une donnée à caractère personnel résulte, selon la jurisprudence de la CJUE, de l'accès de tout membre du grand public à des informations. Voilà. C'est l'arrêt, un fameux arrêt sur le registre des bénéficiaires effectifs, hein, l'arrêt Sovim SA, pour ceux qui le connaissent, a énoncé ces trois éléments: l'accès de tout membre du grand public à des informations sur des personnes physiques identifiées affecte le droit au respect de la vie privée. 1. 2. La mise à disposition de données à caractère personnel constitue une ingérence en tant que telle. 3. Et c'est là qu'on retrouve notre hypothèse: la mise à disposition du grand public de ces informations, que celles-ci soient alors accessibles à un nombre potentiellement illimité de personnes, open data, est susceptible de permettre à des personnes de collecter des informations pour des raisons étrangères à l'objectif poursuivi par cette mesure. Et c'est exactement les hypothèses qui ont été portées à notre attention. Pour donner un peu de couleur, hein, c'est les victimes de violences conjugales qui ont une exploitation commerciale, soit en tant qu'auto-entrepreneur, soit ayant créé une société, des personnalités publiques en tout cas, qui sont connues et qui pourraient subir soit des risques de violence, soit des risques de harcèlement. C'est des hypothèses tout à fait concrètes et réelles. Quelle est la contrainte au niveau de l'Union? La contrainte, c'est que, 1, vous êtes tenu de révéler l'identité des personnes, et 2, vous êtes tenu de révéler le siège social. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? On pourrait envisager de s'en sortir par le droit de l'Union, parce que le droit de l'Union a eu à traiter cette question, enfin en tout cas la CJUE a eu à traiter cette question de l'équilibre entre transparence et données personnelles dans un arrêt Mani. L'arrêt Mani, j'en suis désolé, je vais lire les paragraphes utiles, conclut de la façon suivante. Il appartient aux États membres de déterminer si les personnes physiques peuvent demander à l'autorité chargée de la tenue respectivement du registre central ou du registre du commerce et des sociétés de vérifier, sur la base d'une appréciation au cas par cas,
S'il est exceptionnellement justifié pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à leur situation particulière, de limiter à l'expiration d'un délai suffisamment long après la dissolution de la société concernée l'accès aux données à caractère personnel les concernant. On va s'arrêter là. Quel est l'équilibre trouvé par la CJUE? Oui, il est possible d'échapper aux obligations de publication d'informations, mais pour des raisons particulières, ça tombe bien, on en a, et en supposant une appréciation au cas par cas, c'est-à-dire une demande qui va être appréciée par le teneur du registre en fonction des éléments qui lui seront soumis. Autrement dit, on a une première indication, on ne peut pas faire une règle systématique. Donc, si on imagine une règle dans laquelle on peut écarter les règles de publication de l'adresse ou du siège social, il faudra nécessairement qu'elle présente un caractère exceptionnel et qu'elle soit appréciée individuellement. À partir de cet exemple et de ces contraintes européennes, quels sont les enjeux de transposition? Quelles sont les possibilités de transposition qui s'offrent à nous? La possibilité de prévoir un régime restrictif à l'accès à l'adresse de domiciliation, à l'adresse personnelle. On en a un exemple qui existe, c'est le droit néerlandais. Le droit néerlandais a prévu quelque chose d'analogue. La deuxième hypothèse, c'est celle que je vous citais, une extension au limité du droit de l'Union. Pour tout ce qui est droit de l'Union, on est tenu de révéler le siège social. Pour tout ce qui n'est pas droit de l'Union, c'est-à-dire société civile et entrepreneurs individuels, on change les règles. Troisième observation, le droit de l'Union n'impose pas l'open data. C'est-à-dire que la publicité, l'accès du public à l'information, ce n'est pas égal à l'open data. Enfin, deux pistes de réflexion. L'article 16 sur le certificat d'entreprise distingue de façon assez intéressante, en tout cas prospective, le siège social de l'adresse de correspondance. Et c'est pas quelque chose qu'on a identifié à l'époque, mais ça pose la question que, en tout cas, c'est susceptible de poser la question que j'avais évoquée tout à l'heure, celle de la dématérialisation. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un siège social et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une adresse? Je ne vais pas répondre devant vous à ces finalités, parce que ça mérite d'être discuté, mais c'est à partir des finalités du siège social et de l'adresse qu'on pourra déterminer quelle sera la règle adéquate, à la fois pour transposer et à la fois éventuellement de façon prospective pour faire évoluer le droit européen. Pour en revenir au droit néerlandais, les règles en droit néerlandais n'intéressent que l'adresse dite de visite. Pourquoi? Parce que le siège social, ça n'est qu'une règle de loi applicable. En droit néerlandais, le siège social, c'est Amsterdam, Pays-Bas. Rien ne nous interdit de faire la même chose en droit interne. Et en revanche, ils ont estimé qu'il fallait une adresse dite de visite, c'est-à-dire une adresse physique, ce que nous on appellerait le lieu du principal établissement. Et ce sont les règles relatives au lieu du principal établissement ce sont les règles, l'équilibre posé par les règles de droit européen qui s'appliquent au principal établissement, mais pas au siège social. Deuxième piste de réflexion, cette directive de 2025 avait commencé par une proposition de directive, et dans cette proposition de directive, il y avait pardon, pas dans la proposition de directive, dans la consultation qui a précédé la proposition de directive, il y avait une hypothèse qui avait été soumise à la réflexion collective et qui n'a pas prospéré, celle d'un siège social virtuel. Elle n'a pas prospéré parce que personne n'a particulièrement vu à quoi ça pouvait correspondre, un siège social virtuel. En tout cas, on le voit un peu mieux lorsqu'on se pose la question de la domiciliation du siège social et des risques qui pèsent sur les personnes. Le deuxième point si j'ai encore un peu de temps, que je voulais évoquer, c'est la question des informations sur le groupe.
Quels sont les objectifs qui sont poursuivis par les informations sur le groupe? L'intérêt des parties prenantes. Oui, vous avez intérêt lorsque vous commercez avec une société vous pouvez avoir intérêt à connaître sa situation dans un groupe. A-t-elle des filiales? Est-elle détenue par par une société mère? Euh, A-t-elle une stratégie que vous pourriez déduire du fait qu'elle appartienne ou pas à ce groupe? Euh, le deuxième, c'est l'intérêt de la lutte contre la fraude. Alors moi, je suis très honoré d'être ici aussi à la table du siège, mais j'ai eu aussi longtemps comme parquetier, et je peux vous dire que les informations sur le groupe sont particulièrement précieuses lorsque vous menez des enquêtes. Cette extension aux informations sur le groupe a été soutenue par la France. Elle prend cette forme. Les sociétés mères doivent révéler des informations sur les filiales et les filiales doivent révéler des informations sur leur mère. De telle sorte que lorsque vous êtes une mère intermédiaire, vous révélez à la fois sur l'amont et l'aval. Ce qui reste optionnel, c'est l'information sur le capital détenu, ce qui est une suggestion, mais qui n'a pas été retenue collectivement. Pourtant, ça ne manque pas d'intérêt. Cette proposition qui a été acceptée qui a finalement été acceptée, a été également reçue avec une certaine tiédeur par le monde des entreprises, en tout cas pour autant qu'on puisse s'en souvenir. L'enjeu de la transposition, tel qu'on peut le lire aujourd'hui, il résulte de l'emploi de la notion de contrôle. Je ne sais pas à quel point, mais je suppose que l'association droit et commerce, je ne parle qu'à des savants de la notion de contrôle, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'elle n'est pas définie dans la directive. Et comme elle n'est pas définie par la directive, il va falloir déterminer à quelle notion de contrôle on renvoie lors de la transposition. Il y a des notions européennes, bien sûr, il y a des notions européennes du contrôle. Il y a plusieurs notions de contrôle, en fait, pour être exact. Une notion nationale, et dans cette notion nationale, il y a la notion de contrôle de fait, qui est même une notion européenne. La question du contrôle de fait risque de poser un certain nombre de difficultés qui vraisemblablement n'ont pas été anticipées. Pourquoi elles n'ont pas été anticipées? À cause du considérant sur la production de cette information. La directive indique c'est quand même une charge de produire ces informations hein, sur le groupe, et que donc il faudrait trouver un moyen de pouvoir extraire des informations à partir des états financiers. Alors ça marche très très bien si la notion de contrôle, c'est une notion purement quantitative, le nombre de titres détenus. Voilà. Ça, vous pouvez extraire. Mais le fait, au sens du droit français tel qu'il est appliqué, le pouvoir de nommer des administrateurs, l'action de concert, euh, c'est des choses qui entrent dans la notion de contrôle en droit français. Alors tout ça n'a manifestement pas été envisagé, mais il faudra se poser cette question lors de la transposition. Et il faudra te la poser de façon assez cruciale, hein, la question de savoir si, et j'en reviens à l'extension des sanctions, si vous êtes tenu, sauf sanction de l'actionnaire, c'est quand même une question qui ne manque pas d'intérêt. Je n'est pas complètement certain que cette question ait émergé de façon cruciale pendant les débats. Il n'est même pas certain en vérité à cette époque-là. Ça c'est je ne veux pas me dissimuler derrière mon intériorité parce que j'ai aussi négocié des directives. C'est un exercice tout à fait différent de négocier et de transposer. Et quand vous négociez, vous êtes dans une dynamique et vous vous projetez dans ce qui va résulter des termes de la négociation, mais vous n'êtes pas dans cette situation-là et vous faites de l'exégèse des termes. C'est vraiment un exercice tout à fait différent.
on aimerait bien que ce soit pas, que ça soit un peu plus, je dirais un peu plus synthétique, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. De telle sorte que si moi j'avais négocié, j'aurais sans doute pas vu le problème que je me pose quand je vais transposer. Mais ce problème, inévitablement, il va nous arriver ainsi qu'un certain nombre d'autres. Mais sur celui-là, bien sûr, nous appellerons les parties prenantes à se prononcer sur ce sujet, mais inévitablement, vous voyez bien qu'il y a un enjeu de transposition qui est, selon là où on se place, selon la personne, soit un enjeu, soit une opportunité. Merci. Je rebondis tout de suite sur la prise en compte des parties prenantes lors de la transposition. Je ne sais pas si c'est une contrainte ou une difficulté, mais c'est un vœu, en tout cas, que je formule, que les parties prenantes, que ce soit les praticiens, les conseils, les juges consulaires, soient entendus sur autour de la table quand il s'agira de travailler sur le texte français. Pourquoi? Parce que cet été, j'ai dû aller chercher le président Sayer qui intervenait à la rencontre des entrepreneurs francophones pour rendre une ordonnance d'urgence sur l'adresse du domicile personnel euh, d'un journaliste imminent qui était menacé, donc il fallait traiter cette difficulté-là. Donc ça sera une des contraintes, vous l'avez évoqué, effectivement, les contradictions qu'il faudra lever parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un sujet, les services de la chancellerie nous interrogent régulièrement et d'autres aussi, sur cette problématique de l'information relative au domicile personnel, sur les données personnelles. Nous espérons, en tout cas, en tant que praticiens, nous, en tant que greffiers, vous avez rappelé effectivement, c'est au teneur de registre d'appréciation au cas par cas. Je ne suis pas juge, je suis greffier. Donc, il ne me reviendra pas, je pense, on se retournera vers les juges, vers le président, puisque le RCS est placé sur la surveillance du président ou un juge commis à la surveillance du RCS. Je ne me vois pas, en tant que greffier, apprécier au cas par cas, sinon ça sera la tête du client, pour dire les arguments que vous avancez, les dossiers, les documents que vous approuvez, suffisent à supprimer la révélation de l'adresse. Ça, c'est un vrai sujet. Nous serons très attentifs. Nous espérons que sera convié à travailler sur ces problématiques-là. Ce sont des sujets au quotidien, mais nous sommes greffiers. Le contrôle, il est précis. Nous vérifions l'information déclarée, les annonciations, le texte en vigueur. Si on doit déclarer un domicile personnel, il doit être déclaré, peu importe la situation derrière, même si on peut comprendre. Et si on n'est pas d'accord, une contestation à saisir le juge commun. Donc là, si le texte est en l'état, s'il est transposé, si, je crois que Monsieur le Président, vous aurez beaucoup d'ordonnances à rendre en la matière parce que je ne me vois pas trancher sur au cas par cas. Alors, en termes de délai, je sais qu'effectivement, on a évoqué, on a les temps 2027, 28, ça va vite arriver. Mais la numérisation, il y a des problématiques techniques, donc il faudra anticiper. Même si nous avons l'expérience en la matière avec Brice, la transposition de la partie des formalités transfrontalières, nous avons déjà initié les débats. Donc, nous veillerons effectivement à ce que ça soit fait dans les délais, mais nous ne sommes pas seuls, puisque là, il y a une problématique aussi de coordination avec les autres États membres. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi cette actualité d'InfoRef, l'identité unique européen qui est prévue par cette directive est déjà effective en droit français. Sur l'extrait CABIS, aujourd'hui, vous avez, depuis plusieurs semaines, nous avons déjà intégré cette information qui est prévue dans la directive. Donc, nous sommes déjà en avance sur cette problématique. Donc, même le certificat qu'on évoquait tout à l'heure prévoit cette information-là, mais aujourd'hui, le certificat CABIS a déjà cette information-là. L'open data, on aura des sujets là-dessus aussi. Par rapport à la directive, ça sera l'occasion probablement de clarifier un certain nombre de sujets puisque l'accès à l'information qui est un des objectifs poursuivis, aujourd'hui, il y a deux modes d'accès. Il y a aussi l'accès par l'open data, l'accès par le registre du commerce, l'accès par Brice aussi demain, qui, je crois que tout cela méritera d'être clarifié aussi de la transposition à venir. Les opportunités que je vois, c'est vis-à-vis des professionnels, notamment les conseils des avocats, d'autres missions à accomplir, je pense, pour accompagner les chefs d'entreprise. La session même si aujourd'hui, on a très peu de chefs d'entreprise qui se déplacent pour accomplir leur démarche en ligne, puisqu'aujourd'hui, il y a l'obligation de passer par le guichet unique, mais nous recevons encore des chefs d'entreprise qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, je pense
les conseils, les avocats, les experts comptables, malgré tout, être vigilant, accompagner les chefs d'entreprise, parce que c'est pour aussi cette catégorie d'entreprise que ce texte a été fait pour faciliter l'accès, pour l'accompagner. On peut avoir un ordinateur, on peut avoir les outils numériques, mais on ne saura pas toujours s'en servir. Ou inversement. Donc, même à Paris, effectivement, il y a des chefs d'entreprise qui sont un peu dépassés, qui ont besoin d'être accompagnés, donc soutenus. Donc, cette nouvelle directive, bien qu'elle apporte des simplifications, elle nécessitera un accompagnement pour les chefs d'entreprise qui seront amenés aussi à œuvrer sur l'espace au niveau je pense que le temps avance, mais euh, d'autres euh, d'autres opportunités pour nous, c'est effectivement de travailler en collaboration avec les autres partenaires en termes de partage de pratiques. Cela nous inspire aussi dans le cadre des activités que nous menons au niveau de l'espace francophone. S'en inspire, parce qu'effectivement, notre profession est mobilisée au niveau de zone, inspirant ce qui se passe au niveau européen et probablement l'interconnexion aussi trouvera un écho au niveau de l'espace francophone, puisque nous travaillons dans ce sens-là au niveau de l'OADA, puisque la France aussi a beaucoup œuvré en la matière. Oui, le troisième temps, le troisième temps est déjà terminé, mais on va quand même ne pas priver nos intervenants de ce troisième temps. C'était un troisième temps, mais il a déjà été dessiné. Les perspectives couvrent cette directive, peut-être moins sous l'angle de la numérisation que sous l'angle du droit des sociétés. Derrière, on reprendra l'expression de M. Gozlagier, c'est-à-dire est-ce que on n'a pas ici, au travers de l'information des sociétés, au travers de ces instruments, le début d'un chantier beaucoup plus vaste qui a d'ailleurs été annoncé il y a très peu de temps, qui est celui d'un 28e régime, c'est-à-dire d'un véritable, ça rejoint votre propos, Monsieur le Président, d'un véritable régime européen unique pour un marché unique, si j'ose dire, même si l'unicité peut-être pas tout à fait de même nature. Donc vos observations et puis derrière, puisqu'il y a déjà quelques questions qui ont été posées en ligne, je pense qu'on pourra passer aux questions de la salle et en ligne, puisqu'on est l'honneur. Je vous remercie. Euh, 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 a pour effet qu'on peut observer de contraindre à produire de l'information structurée et structurée d'une certaine manière. C'est-à-dire, si on veut parler avec la machine et si on veut que les machines parlent entre elles, et si on veut se parler par l'intermédiaire des machines, il faut tous parler le même langage et à peu près de la même façon. Ce qui pose la question, bien sûr, du standard. C'est une question tout à fait connue en informatique, hein, mais la question du standard, même si vous la posez, ça veut dire que vous intégrez une logique uniforme. La prise USB, ça marche pas sans le standard USB. Le format de fichier, ça marche pas. Dès lors que vous inscrivez une logique euh, vous arrivez à certains termes hein, à une information qui sera nécessairement uniformisée dans ces fonctionnements. Le problème, c'est que produire de l'information structurée, c'est-à-dire qui est utilisable pour les machines, c'est une petite contrainte, même dire une grande contrainte. Ça peut impliquer des nécessités de conduite du changement qui sont assez lourdes. Et ça, on en a une expérience quand même assez récente et toujours en cours avec la directive CSRD. La directive CSRD en elle-même ne posait pas vraiment de difficultés. Ce qui a posé des difficultés, ce sont les ESRS, c'est-à-dire précisément les informations qui devaient être produites et dont il était attendu qu'elles soient structurées de telle manière qu'elles pourraient être exploitées pour être comparées. En gros, c'est une logique d'informatisation. Et c'est cette contrainte de production d'informations structurées qui a été conçue comme, qui a été vue comme une charge particulièrement lourde pour les entreprises.
C'est pour dire que au bout du chemin, on est tous vraisemblablement, on peut tous former l'espoir que les choses seront simples, mais pour y aller, on va rencontrer un certain nombre de un certain nombre de difficultés, à la fois pour déterminer des standards et à la fois pour euh, faire de la conduite du changement. Nous, on a un excellent système, en tout cas, on a un système qui répond parfaitement à la directive. Fermé, c'est l'excellence. Oui. Ah, système dont on ne voit pas comment il doit être modifié. Et, mais c'est pas le problème, et c'est pas le cas dans tous les arts. C'est-à-dire que lorsqu'on se pose la question du 28e régime égyptien, la question du 28e régime pour l'entreprise française, c'est comment fonctionne le système. C'est à quel point un certain nombre de systèmes, que je ne citerai pas, qui nous sont souvent cités, sont sous-performants par rapport au système français. Là, pour une entreprise française, le 20e régime, c'est une demande vis-à-vis des systèmes. Et en particulier par rapport à la fourniture d'informations, le Safe One. Et là, Monsieur le Président, vous avez évoqué les États-Unis. Alors, ce qui est assez stupéfiant aux États-Unis, c'est que voici un système dans lequel aucun des droits des États n'est le même, aucune des juridictions n'est la même, il n'y a pas de liberté d'établissement. Vous devez vous enregistrer dans la Californie comme société étrangère. Et pourtant, c'est un marché unique. C'est un marché, enfin, du point de vue des sociétés, vous avez moins de droits en tant que société du Delaware de vous installer en Californie pas pour installer, pour faire une exploitation en Californie qu'une entreprise française en a. Juridiquement, c'est plus facile en Europe. Pourtant, ça marche pas. En tout cas, pas suffisamment. Euh, quand on sait les services de l'État ont commencé à interroger les entreprises pour savoir qu'est-ce qui bloquait dans l'Union. C'est quoi par rapport à cette réponse qui était déjà sur la table, qui est il faut créer un 28e régime du droit des sociétés, c'est-à-dire une forme unique. Ils ont dit oui, bon, très bien, la forme unique, super, ça va nous permettre de faire ce qu'on ne peut pas faire de France, c'est-à-dire embaucher des salariés. Je vais en Allemagne, je vais embaucher des salariés allemands. Est-ce que je peux le faire quand je suis une entreprise française? Ben oui, je peux le faire. Ah, moi, je ne le fais pas parce que je dois m'enregistrer 3 fois auprès des services fiscaux allemands, auprès des services des prestations sociales en Allemagne, et je multiplie ça en autant de États dans lesquels je veux m'installer. Et donc, c'est plus simple pour moi de créer une société allemande qui ensuite s'enregistrera auprès des divers registres fiscaux, sociaux, etc., que depuis la France, alors que la liberté d'établissement voudrait que je puisse le faire depuis la France. C'est plus simple pour moi de une société en Allemagne. Donc la réponse du 28e régime, c'est une réponse telle qu'elle est sur la table. C'est une réponse non pas à le manque d'une société, enfin, ce défaut d'une société uniformisée, mais à un marché intérieur sous-performant. En cas, marché intérieur sous-performant au sens de ce développement d'activité économique. Et là, je me suis parfaitement. Et c'est là que cette directive, elle a peut-être plus de puissance ou du compte pour le développement du marché intérieur que le 28e régime. Alors le 28e régime a d'autres intérêts. Je me permets de les mentionner parce qu'il faut bien que je fasse un peu de publicité pour notre action. Mais en tout cas, pour ça, vraisemblablement, pour ce type de problématique, embaucher des salariés en Allemagne, en Espagne, alors que je suis une entreprise française, vraisemblablement, l'exercice de convergence des registres, du State One, est probablement plus fécond. J'ajoute qu'il y a une logique de convergence des registres. Vous avez mentionné registre RCS, registre des bénéficiaires effectifs, et le troisième qui m'échappe. La commission s'est posé la question dans les consultations
d'avoir un véritable guichet unique, comme nous on a sur notre modèle. Nous, vous entrez dans le guide, vous avez un point d'accès unique pour communiquer lorsque vous êtes une entreprise avec tous les services. Alors, on est en cours de négociation, tout n'a pas prospéré, mais la logique qui préside au registre, la fourniture de l'information, au C8, c'est bien la logique de répondre à cet enjeu de marché intérieur. La logique du 28e régime forme sociale, elle peut répondre à un autre sujet qui est où est notre LTD du droit du Delaware? Quelle est la société modèle qui va identifier l'Europe comme un endroit où on a envie d'aller mettre ses capitaux? Tout le monde connaît la LTD de Hong Kong, tout le monde connaît, en tout cas, un certain nombre les investisseurs connaissent la LTD de Hong Kong, connaissent la LTD du Delaware, ils connaissent sans doute la MBA, ils connaissent un peu moins bien la SS. Oui, nous on la connaît très bien la SS, mais on est obligé d'aller l'expliquer partout en Europe. Alors c'est vous dire dans vraisemblablement le modèle d'une société européenne 28e régime répond davantage à cette question de l'alisation et de collecte de l'investissement qu'à cette question de développement de marché intérieur qui est dans cette directive. Le temps presse. Ce qui nous concerne, en tout cas, on restera vigilant aussi sur la problématique de transposition pour qu'il n'y ait pas de régression. Tout à l'heure, je vous disais, on a parté notre système du registre du commerce et des sociétés efficace. Je pense qu'on peut le confirmer. Il a fait ses preuves, en tout cas. Il est complètement dématérialisé depuis des décennies. Il a fait ses preuves aujourd'hui. En termes de fiabilité d'information, il ressort aussi du registre du commerce et des sociétés, puisque en amont, il y a un contrôle qui est opéré, comme le prévoient aussi les textes. Donc, on sera vigilant dans le cadre de la transition, comme le disait le président, qu'on puisse pas regresser au moment de la transposition, et qu'on puisse traiter les problématiques qui se posent en termes d'harmonisation pour renforcer la confiance mutuelle grâce aux éléments nouveaux, innovants, que ce soit la procuration, que ce soit le certificat unique d'entreprise avec l'identification unique. On verra ce que effectivement qu'on puisse pas revenir en arrière par rapport aux avancées de notre registre du commerce et de société qui est efficace. Alors, on a parlé de guichet unique. À chaque fois quand on parle du guichet unique, parfois il y a, ça dépend de quoi on parle. Tout ce qui est unique n'est pas toujours efficace non plus, il n'est pas toujours bon non plus. Je pense qu'il faut avoir aussi des alternatives parce que quand ça fonctionne pas, c'est pas toujours bon. Mais il est vrai que parfois on peut s'interroger parce qu'aujourd'hui on a le BRIS, on a aussi le BORIS, on a aussi l'IRI. Le BORIS c'est le système d'interconnexion des bénéficiaires effectifs. C'est pas nous qui l'opérons, nous opérons le BRIS. Nous opérons sur l'IRI, ça c'est la partie d'insolvabilité. Il peut être intéressant effectivement d'imaginer une interconnexion entre ces différents registres au niveau européen, l'interconnexion. Mais ça c'est un autre débat qu'il faudra avoir avec les pouvoirs publics sur ce sujet-là. Mais attention quand même au guichet unique. Quand il marche, c'est très bien, mais quand il marche pas, peut avoir aussi des conséquences négatives et puis ne plus atteindre les objectifs qu'il poursuit. Ah, comme me l'indiquait à l'instant le président Disbecq, en réalité, nous avons terminé. Nous avons terminé. Alors, il y avait un certain nombre de questions à distance. Je ne sais pas s'il y avait des questions dans la salle, mais je constate que les questions qui ont été posées ont toutes donné lieu déjà à réponse. Donc, ça permet de gagner un petit peu de temps, ce qui prouve que nos orateurs étaient exactement au cœur des interrogations que peut susciter cette directive. Il me reste bien évidemment à les remercier pour l'éclairage apporté et je crois aussi pour les pistes de futurs entretiens puisqu'on voit que une série de questions reste posées devant nous, le 28e régime, mais aussi les perspectives tel ou tel des instruments, et peut-être que le droit et commerce renouvelera l'exercice euh, d'ici 18 mois. Merci à vous. Je ne sais pas si vous voulez un petit mot avant. Merci beaucoup à nos trois intervenants pour cette conférence
qui s'est révélée pleine de surprises et d'une densité assez exceptionnelle sur ce que tous ces registres recèlent d'informations, de la nécessité d'abord qu'ils existent pour toutes les contraintes qui ont été évoquées et de la difficulté qu'il y a à les coordonner à défaut de les unifier. Nul doute que ce sujet nous réunira avant 18 mois ou au terme de ces 18 mois après la transposition. Dans l'immédiat, avec la frustration que vous avez de ne pas poser les 1000 questions qui sont au bout de vos lèvres, je vais vous demander de vous souvenir que nous avons une autre conférence le 19 janvier sur des questions de concurrence. Vous avez déjà reçu l'avis d'annonce qui va nous réunir autour de Monsieur Jérôme Passa sur les sanctions en matière de concurrence. Sujet d'actualité, je crois, Monsieur le Président. Nous allons avoir quelques décisions, sans doute, du tribunal des activités économiques. Donc, nous allons être au cœur d'une actualité brûlante et passionnante. Donc, 19 janvier, souvenez-vous, nous avons beaucoup d'autres projets au cours du premier trimestre 2026 et notamment une conférence ici sous la présidence de Monsieur Sacha Houlier sur la réforme du droit des obligations et sur le texte qui a été déposé au mois de septembre sur le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, comme vous le voyez, nos préoccupations et nos occupations sont immensément vastes. Je vous remercie aussi de votre présence, toujours studieuse, attentive et enthousiaste. Et afin de le montrer encore, je vous propose de nous retrouver autour du verre de l'amitié dans un instant. Merci beaucoup. Bonne soirée.